Après le RN, après la majorité présidentielle, la France insoumise a lancé à son tour cet après-midi sa campagne pour les européennes avec un meeting à Villepinte. Jean-Luc Mélenchon puis Manon Aubry, tête de liste, se sont succédés sur scène. Exercice a-t-il été réussi? On ouvre le débat avec nos invités. J'accueille Shannon Seban. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, présidente du groupe Renaissance en Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Mathias Tavel, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise en Loire-Atlantique. Vous êtes auteur de cet ouvrage, Le cauchemar européen, comment s'en sortir? Titre provocateur, on va évidemment y revenir. C'est aux éditions Bruno Le Prince. Avant de vous entendre, on va écouter Jean-Luc Mélenchon. Très offensif cet après-midi à Villepinte. Il ne faut pas qu'on finisse encore une fois avec d'un côté les fachos, de l'autre côté les macronistes. Donc, vous devez, par la campagne que nous menons, nous hisser devant tout et tout le monde pour être en état de combattre et de préparer, oui, je l'ai dit, en 2024, l'élection de 2027, c'est-à-dire la déroute de tous nos adversaires et la victoire du programme que nous avons porté ensemble. Alors on vient de l'entendre, Jean-Luc Mélenchon veut faire de ce scrutin européen le premier tour de la présidentielle qui aura lieu dans 3 ans. C'est loin, 2027. C'est pas un peu tôt pour lancer l'après-Macron? Ah non, il n'est jamais trop tôt pour commencer l'après-Macron. Et d'ailleurs, s'il veut arriver avant 2027, ce sera jamais trop tôt non plus. Bien sûr que non, c'est ce qui se joue. On a une élection à mi-mandat. Pour la première fois depuis 2022, tous les Français, le même jour, vont pouvoir se prononcer sur des enjeux extrêmement concrets qui, tous, pour être réglés, supposent qu'on tourne la page de M. Macron. Si on veut défendre les services publics, il faut l'empêcher de faire son plan d'austérité. Si on veut lutter contre la vie chère, il faut enfin s'attaquer aux super profits de l'agro-industrie et bloquer les prix de l'alimentation, de l'énergie, etc. Toutes choses que M. Macron refuse. Donc il faut entrer dans l'après-Macron, au moins sur le fond, et puis évidemment jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Dans le meeting de Valérie Ayé, qui a donc lancé la campagne pour la majorité présidentielle, on a beaucoup ciblé le Rassemblement national, un peu moins la France insoumise. C'est un adversaire, la France insoumise, dans cette élection européenne ? Dans cette élection européenne qui, pour nous, effectivement, est un scrutin majeur, on voit bien finalement qu'il y a 2 projets complètement différents qui s'opposent. Vous avez d'un côté les pro-européens et nous assumons aujourd'hui, avec notre tête de liste Valérie Ayé, de lancer une campagne autour du slogan « Besoin d'Europe » parce que nous sommes convaincus aujourd'hui de la nécessité au quotidien de faire vivre l'Europe pour améliorer la vie des Français au quotidien. Et puis de l'autre côté, vous avez effectivement des oppositions qui ont décidé de faire des élections européennes un scrutin national. On l'avait vu avec le Rassemblement national. Pour lui, les élections européennes, pour ce parti, ce n'est qu'un tremplin pour 2027. Aujourd'hui, nous l'avons vu dans les propos de M. Mélenchon, les européennes, c'est un tremplin pour 2027. Mais les Français dans tout ça, l'intérêt des Français, la sécurité des Français, alors même que la guerre est aux portes de l'Europe. Où est l'Europe là-dedans? Où est l'enjeu véritablement de ce scrutin pour les Français? Eh bien, je m'interroge. Donc, les égos des uns et des autres, moi aujourd'hui, ça me pose véritablement question. Pardon madame, mais vous parlez de la paix et de la guerre en Europe, c'est ce dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Là aussi, il faut préparer l'après-Macron. Les propos de M. Macron qui visent à contribuer à une escalade militaire jusqu'à envoyer des troupes en Ukraine sont irresponsables. Et donc l'après-Macron, il commence aussi de ce point de vue-là sur une question très européenne, sur la question de la paix en Europe et en Ukraine, que nous portons. Il faut une voie diplomatique, parce qu'il n'y a pas d'issue militaire à cette guerre. Il faudra négocier tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux. Alors justement, Gaza et l'Ukraine étaient très présents cet après-midi dans les discours des ténors de la France insoumise. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste politique Gilles Bernstein, qui était sur place. Oui, vous avez raison, ce meeting sonnait comme une sorte de rassemblement pour la paix avec cette phrase prononcée par Jean-Luc Mélenchon dès le début de son intervention. Si vous ne voulez pas de la guerre, votez insoumis. Alors la guerre, évidemment, des guerres, il y en a plusieurs à la surface du globe en ce moment. La guerre en Ukraine qui a été dans toutes les têtes cette semaine avec les débats autour de la parole du président de la République. On sait que les insoumis font partie de ceux qui sont contre un éventuel développement de la guerre en Ukraine avec des troupes françaises qui pourraient
pourrait aller plus loin. Donc ça, c'était un message général sur le positionnement de la France insoumise sur ce conflit. Et puis, plus précisément, dans l'optique de cette élection européenne, la paix à Gaza avec cette demande de cessez-le-feu reprise par la foule. Ça, c'est Manon Aubry qui s'y est collée. Cessez-le-feu, cessez-le-feu, cessez-le-feu. Puis elle a laissé la salle parler parce que là, il faut dire, il y a une intention électorale derrière ça, la France insoumise qui s'est autodécrétée. Et c'est vrai que quand on entend leur déclaration, ils sont ceux qui défendent le plus le peuple palestinien et qui attaquent le plus la politique israélienne à Gaza et par ricochet la trop grande prudence selon eux de la politique française vis-à-vis de Gaza, en insistant sur la paix à Gaza, en faisant de Rima Hassan une des personnalités centrales de ce meeting. Eh bien, ils ont voulu essayer de mobiliser les jeunes de banlieue qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles et qui, pour l'instant, ne sont pas tout à fait déterminés à voter pour cette élection européenne, dont peut-être ils ne savent pas très bien à quoi elle pourrait leur servir. La France insoumise a donc martelé un message de paix cet après-midi, que ce soit pour l'Ukraine ou pour la situation à Gaza. Bon, la paix, c'est difficile de ne pas être d'accord. Qu'est-ce qui vous gêne dans les positions de la France insoumise ? Alors, moi, ce qui me gêne véritablement dans les positions de la France insoumise, c'est le manque de cohérence. Moi, j'entends ce message de paix et je crois que nous le souhaitons tous aujourd'hui, que ce soit à Gaza, effectivement, ou en Ukraine, nous souhaitons tous la paix. C'est un message qui est unanime. Mais je vous le pose à vous, monsieur, cette question. En Ukraine, par exemple. Pourquoi avoir voté cette semaine contre l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine qui prévoit justement un soutien militaire de la France pendant les 10 prochaines années à l'Ukraine. Je prends ici l'exemple de la Seine-Saint-Denis où je suis par ailleurs élue, à Rosny-sous-Bois. 11 députés sur 12 en Seine-Saint-Denis ont voté contre cet accord de sécurité. C'est assez symptomatique aujourd'hui de l'incohérence de la France insoumise qui se veulent aujourd'hui les grands défenseurs de la paix mais qui n'ont aucune cohérence quand il s'agit de voter. Moi je vois les faits, je ne parle que des faits et aujourd'hui si vous prenez un message de paix, assurez d'avoir les votes qui vont en conséquence. Alors je reformule peut-être la question, comment soutenir l'Ukraine sans l'aider davantage militairement, puisque vous avez voté contre cette semaine? Nous avons voté contre la déclaration du gouvernement qui prévoit, comme le président de la République, l'hypothèse d'envoyer des soldats français en Ukraine, ce avec quoi nous sommes contre, et un accord de sécurité qui était déjà signé, on n'a pas voté dessus, on nous a pas demandé notre avis, M. Macron l'a signé tout seul, qui prévoit ni plus ni moins que l'entrée de l'OTAN, de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Eh bien, nous sommes contre l'élargissement de l'OTAN. Pourquoi pas l'Ukraine dans l'Union européenne? De l'Ukraine dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le salaire minimum ukrainien, c'est 200 €. Parce qu'aujourd'hui, le coût de production d'un kilo de poulet ukrainien, c'est 3 € alors que c'est 7 € en Donc France. concurrence déloyale, c'est ça? Donc élargir l'Union européenne à l'Ukraine, c'est tout simplement élargir la concurrence déloyale, élargir le dumping, élargir les délocalisations. Et ce n'est pas en affaiblissant l'agriculture et l'industrie française qu'on renforcera l'Europe et qu'on défendra Alors, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne pourrait faire mal à certains secteurs de notre économie. Qu'est-ce que vous répondez? Mais moi, ce que je réponds face à cela, c'est qu'il n'y a pas à tergiverser matin, midi et soir sur cette question-là. Si véritablement ce que vous souhaitez, c'est la paix, dans ce cas-là, donnez les moyens militaires, financiers et l'aide nécessaire pour que le peuple ukrainien puisse se défendre. Vous venez de parler du poulet ukrainien. Mais que vient faire ici le poulet ukrainien, alors même que nous avons aujourd'hui des milliers d'Ukrainiens qui se battent dans leur pays pour protéger notre liberté, nos démocraties. Dites aux Français, monsieur, et ayez aujourd'hui le courage de dire que la Russie de Poutine menace aujourd'hui notre construction européenne, mais aussi la vie des Français au quotidien. Et je vous invite à aller déambuler dans les marchés et à aller à la rencontre des Français. Pas plus tard que ce matin, j'étais encore une fois sur le terrain et ils me le disent. Et ils me le disent. Il y a aujourd'hui une inquiétude. Il y a aujourd'hui une inquiétude des Français de voir ce conflit se propager en France et en Europe. Donc c'est une réalité. Je partage l'inquiétude de voir ce conflit se propager et je trouve pour ça que le président de la République prend le risque de la propagation. Si nous voulons que ce conflit s'arrête, il faut mettre une proposition diplomatique, une issue diplomatique à cette guerre et ça c'est la responsabilité de la France. La responsabilité de la France, ce n'est pas de jouer les va-t-en-guerre comme le fait M. Macron. Alors je voudrais qu'on avance. Parce qu'il y a beaucoup de sujets sur la situation à Gaza qui a été très présente dans les discours de la France insoumise cet après-midi. Cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu, c'est ce qu'a martelé Manon Aubry. Cette formule a été reprise par la foule. Écoutez cette séquence. Nous voulons la paix pour les millions de Palestiniens pris au piège, massacrés, affamés, assassinés par un gouvernement de Benjamin Netanyahou
qui n'a que la vengeance aveugle et indiscriminée comme politique. Alors oui, nous lui disons, cessez le massacre, cessez le massacre, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Alors, dans cette campagne du côté de la France Insoumise, vous mettez l'accent sur la situation à Gaza, on l'a dit. On a aperçu Rima Hassan, cette militante juriste franco-palestinienne, 31 ans, sur la liste donc de la France Insoumise, qui a tenu des propos controversés sur Israël. Israël, dit-elle, est une entité coloniale fasciste. L'action du Hamas est légitime. Ce sont les mots qu'elle a employés. Est-ce que vous assumez ces propos du côté de la France Insoumise ? Monsieur, ce que vous faites là est totalement malhonnête. Rima Hassan, pas plus tard encore qu'hier, a exprimé très clairement qu'elle s'engageait sur notre liste au Parlement européen pour porter la voix de la paix, la voix du cessez-le-feu, la voix de l'égalité des droits entre le peuple palestinien et le peuple israélien, pour faire avancer la solution d'un État palestinien à côté de l'État israélien, et que le mode opératoire que le Hamas avait utilisé était terroriste, quand bien même le principe de la résistance du peuple palestinien à une situation coloniale, lui, est reconnu par les résolutions de l'ONU. Donc Rima Hassan est parfaitement dans la logique du droit international qui est la nôtre. Ce qui n'est pas dans le droit international, c'est ce que le gouvernement de M. Netanyahou est en train de faire à Gaza. Empêcher l'aide humanitaire, bombarder les civils. C'est un génocide selon vous, c'est le mot qui a été employé. Les enfants. Manon Aubry a employé le mot de génocide cet après-midi. Eh bien, la Cour internationale de justice nous a tous mis, nous Français, comme tous les États du monde, devant la responsabilité de prévenir ce génocide. Et c'est notre responsabilité, et c'est pour ça, pour y arriver, puisque M. Netanyahou n'écoute personne, qu'il faut des sanctions, un embargo sur les ventes d'armes vers Israël, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, pour faire comprendre à M. Netanyahou que ce massacre doit s'arrêter et qu'il faut un cessez-le-feu. La France Insoumise qui réclame des sanctions contre Israël, qui réclame un embargo sur la livraison d'armes à Israël. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors moi, je vais être extrêmement claire sur ce sujet-là. À partir du moment où on a sur la liste de la France Insoumise Rima Hassan qui déclare que le Hamas, mouvement terroriste, je veux le rappeler, mène une action qui est légitime, je ne discute même pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec le massacre qui est en cours ? Laissez-moi juste terminer. Et à côté de cela, si vous voulez, le reste... Est-ce que vous êtes d'accord avec le massacre à Gaza, madame ? Absolument pas. Alors pourquoi vous n'êtes pas pour qu'on arrête, pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises ? Parce que votre parole, monsieur, et je vous le dis ici avec beaucoup de colère, votre parole est absolument inaudible et illégitime quand vous osez dire aujourd'hui, comme Daniel Obono, une des députées de la France Insoumise, que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Quand une personne telle que Rima Hassan ose dire que le Hamas, mouvement terroriste, mène une action qui est légitime. Tout ce que vous pouvez me proposer sur le sujet, pour moi, sera illégitime c'est la résistance du peuple palestinien à une situation de colonisation. Est-ce que vous acceptez de dire aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez que votre candidate Rima Hassan a dit que le Hamas était un mouvement qui n'était pas terroriste et qui menait une action légitime? Vous le reconnaissez? Madame Hassan, et vous trouvez ça normal? N'essayez pas de déformer les propos de Madame Hassan comme ça vous arrange. Ce que dit Madame Hassan, c'est que l'ONU, dans ses résolutions, je vous pose une question, reconnaît la légitimité de la résistance du peuple palestinien à une situation d'occupation illégale et de colonisation illégale. Dites-moi, répondez-moi clairement, monsieur le député. Ce qui est légitime, c'est la résistance. Après, les formes de résistance, certaines ne sont pas toutes pour éviter, et notamment celle du 7 octobre ne l'était pas, mais Madame Hassan dit la même chose que moi. Mène une action qui est légitime, monsieur le député. La résistance du peuple palestinien est légitime. Le mode opératoire du 7 octobre est terroriste. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les propos de Madame Hassan? Je dis exactement la même chose que Madame Hassan. Donc vous soutenez que le Hamas est un mouvement qui mène une action pour avancer, s'il vous plaît. Pour avancer, s'il vous plaît, on a entendu si vous n'écoutez pas, ça ne sert à rien. On a entendu du côté de la France Insoumise ce credo martelé, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. On a le sentiment parfois du côté de la majorité présidentielle que cette volonté d'aboutir à un cessez-le-feu est peut-être moins audible. Mais moi, je crois que le président de la République, comme Stéphane Séjourné, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, n'a jamais fait état d'aucune ambiguïté sur, effectivement, cet appel à un cessez-le-feu. On suit tous les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Regardez, pas plus tard qu'il y a quelques jours, Stéphane Séjourné a rappelé la nécessité d'aboutir à un cessez-le-feu. Mais
Ça ne fait l'objet d'aucune ambiguïté. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est effectivement un rétablissement de la paix, que ce soit à la fois du côté israélien comme du côté palestinien. On a aujourd'hui des vies humaines qui sont sacrifiées sur l'autel de ce conflit. Donc oui, je vous le dis, nous sommes du côté de la paix, mais que on soit du côté de la paix. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ça n'empêche pas. Mais moi, je ne vous parle pas de sanctions. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, votre discours, il m'exaspère. Comment convaincre Israël d'arriver à ce cessez-le-feu? Ça ne marche pas. Israël n'écoute personne, ni même les États-Unis. On a un rôle à jouer, mais je crois qu'aujourd'hui également, le gouvernement et les forces politiques en présence dans notre pays ont un rôle à jouer pour faire en sorte que l'opinion et qu'il y ait un consensus de l'opinion là-dessus. Moi, je vous le dis, je suis choquée, et je vous le dis, et je vous le redis, quand on a des discours comme les vôtres qui sont alambiqués et volontairement biaisés par pur clientélisme électoral, moi, ça me dérange. Je vous le dis, quand vous dites que le Hamas mène une action qui est légitime, tout ce que vous pouvez proposer, aujourd'hui, pour moi, ce sera complètement illégitime et inaudible. Vous pouvez répéter un mensonge. Pour conclure, ça n'en fera pas une vérité. La question qui nous est posée par le journaliste, c'est comment on fait pour empêcher ce massacre, pour y mettre fin. Moi, je vous dis une solution: prendre des sanctions contre le gouvernement israélien, suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, décréter un embargo sur les ventes d'armes pour Israël, pour que M. Netanyahou soit isolé et qu'il soit obligé de céder, puisque manifestement, il ne comprend que ce langage-là. Si nous ne prenons pas ces sanctions, appeler à un cessez-le-feu, c'est très bien, mais il faut s'en donner les moyens, et la France doit s'en donner les moyens, et M. Macron ne s'en donne pas les moyens. Merci beaucoup, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle Shannon Seban, présidente du groupe Renaissance en Seine-Saint-Denis, Mathias Stavel, député La France Insoumise Loire-Atlantique, auteur du Cauchemar européen, comment s'en sortir, aux éditions Bruno Le Prince. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat.